Hey, what's good tout le monde? Aujourd'hui, gros podcast pour vous. J'ai la chance de discuter avec une figure emblématique des arts martiaux mixtes au Québec, au Canada, à l'international. Un homme qu'on a vu souvent dans la cage de l'UFC, mais aussi de Bellator, de TKO, de PFL. C'est un des seuls arbitres québécois à avoir arbitré les plus grands combats du monde, vraiment là, la finale de GSP contre Serra 2 à Montréal, Holloway, Ortega, Anderson Silva, name it. Yves Lavigne, le troisième homme dans la cage. Belle discussion avec l'arbitre québécois. Donc, enjoy the show. Yes, une figure emblématique des arts martiaux mixtes au Canada, mais à l'international. Un gars qui a arbitré là, les plus grands combats de l'histoire de non seulement l'UFC, mais d'autres promotions. Un pionnier du MMA au Canada. Vous l'aurez reconnu, c'est M. Yves Lavigne. Salut Yves. Hey, salut Maxime. Hey, un gros Merci de m'avoir. Of Super course. gentil. C'est moi qui te remercie, Yves. C'est tout un honneur pour moi de t'avoir parmi nous. Là. Écoute, depuis que je check des combats, à chaque fois que je vois Yves Lavigne dans la cage, j'ai tout le temps une fierté qui s'empare de moi. Puis là, on t'a pas vu depuis 2021, t'es à la retraite, mais t'as tellement fait beaucoup pour le sport que c'est un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Hey, super gentil, merci. Of course. Fait qu'on va commencer par le commencement, si tu le veux bien. J'ai entendu dire que toi, t'avais fait du karaté dans ta jeunesse, mon Yves. Ça se peut-tu? Ouais, c'est dans le temps que j'avais des cheveux. Ça fait longtemps. Ouais, disons que j'ai fait TQ, j'ai fait de la lutte, j'ai fait du judo. Fait que oui, je connais ça un petit peu le sol avant de rentrer dans Ouais. l'arbitrage de MMA. Je te dirais que je viens du monde du karaté. J'avais plus d'affinité avec le karaté, le Ouais. striker. Fait que j'étais plus habile avec mes poings et mes pieds. J'ai fait du karaté pendant un bon bout de temps. Quand j'ai décidé d'arrêter du karaté, je me suis en allé dans. Il y a un de mes amis qui était arbitre pas le taekwondo, il était arbitre de kickboxing, Denis Langlois, qui m'a demandé, il disait, hey, il me semble que je te verrais devenir arbitre, ça te tente-tu? Puis j'ai dit, OK, on va l'essayer ça. Ouais. Puis même ça a commencé. Fait que t'arbitrais des tournois de karaté. Ouais, mais tu sais, c'est juste parce qu'on était obligé hein, dans le temps. Moi, j'étais compétiteur. Ouais. Fait que je compétitionnais dans la journée. Puis des fois, on aidait à l'arbitrage. OK. Mais l'arbitrage, c'est vraiment arrivé avec le kickboxing. Je me suis intéressé vraiment aux règles, à tout ce qui se passait en dehors, si tu veux, du combat, puis tout ce qui l'entourait. Ouais. Puis là, on est quoi? On était au début des années 90 à peu près? Oh, d'accord. 80, je vais dire. Championnat du monde, c'est 93. Fait que 94-95, Ouais. ouais, dans le milieu à peu près. OK. Ouais, fait du sens. Cool. Puis avais-tu connaissance de ce qu'était le sport des arts martiaux mixtes dans ce temps-là quand tu pratiquais le karaté? Puis Pas du tout. zéro, hein? Zéro pin bar, je te dirais. Moi, je suis venu un peu par la porte d'à côté. C'est avec l'UFC 1. C'est vrai que, ouais, oui, j'étais au courant. 93, UFC 1. Ouais. Oui. Mais je ne l'avais jamais vu moi-même. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. OK. Tu sais, quand tu es TQ, ben, en tout cas, tu n'as pas mon âge, mais au Québec, l'homme le plus fort d'un bataille, c'était le champion poids lourd Ouais. de boxe. Il y avait, tu sais, le restant. L'autre, après ça, c'était mythique un peu, là, Bruce Lee avec le Kung Fu. Ouais. Je comprenais pas trop, mais bon, je faisais du karaté. Mais ça restait pareil, tu sais, champion poids lourd. UFC 80, le UFC 1, puis je l'ai écouté, puis je comprenais rien. J'étais comme, OK, il va au sol, mais Ouais. d'où ce qui sort? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il est capable de s'en sortir de même? Ouais. Puis c'est un aspect du combat que je comprenais pas comme il faut. Comme je t'ai dit, j'ai fait de la lutte puis du judo quand j'étais TQ, mais Ouais. pas de haut niveau, pas assez pour développer des techniques puis des tactiques de combat qui faisaient du sens. C'était beaucoup plus un apprentissage, je te dirais, de TQ. Là, Ouais, que récréatif. beaucoup plus récréatif, comme tu dis, effectivement. Oui, c'est ça, parce que le karaté avait un gros boom au Canada là, dans les années 80, 70-80. On connaissait ce que c'était le karaté ici en Amérique du Nord, mais le jiu-jitsu, c'était pas tellement frayé un chemin là, dans la culture populaire à ce niveau-là. Pas tellement. Moi, je n'avais entendu parler, mais c'était le jiu-jitsu japonais. Fait qu'on se ressemblait un petit peu avec l'aïkido, avec des frappes. Fait que, tu sais, tu dis pas vraiment le sol comme ça. Tu dis, ben, judo, c'est plus, comme tu dis, ben, comme on a dit, du récréatif. Fait que, tu sais, des étranglements triangulaires, comment te sortir, tu sais, anyway, puis je pourrais passer
en heure à t'en parler, mais non, je ne comprenais pas trop. Mais ça m'a intrigué. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Moi, j'en avais parlé par la suite quand j'ai commencé à arbitrer à Mario Latraverse, qui était le responsable pour le combat. Puis, il disait, ben non, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. On oublie ça. Puis, je te dirais que si tu fast forward, il se passait beaucoup d'événements sur la réserve dans le temps. Oui, déjà. Jusqu'à, je te dirais que j'ai été espion pendant un bon bout de temps. Ah ouais. J'étais un des clients, fait que j'allais voir ça. Je m'assisais dans la foule, puis je faisais mon rapport quand je revenais par la suite. Comment ça s'était passé, l'encadrement, comment les combats ça se déroulaient. Par après, je te dirais qu'il y a eu une commande gouvernementale qui est arrivée d'en haut du gouvernement, qui est descendu à Mario. Il a fallu légaliser le sport. C'est arrivé après, je pense que c'était Extreme Fighting Battle Cage, quelque chose du genre qui était arrivé. Tout le monde s'était fait arrêter suite à ça. Ah, écoute, ça a été bordélique. Moi, j'avais chaud. S'il avait fallu qu'il y ait un service de pompiers, je te dis, on se faisait tout évacuer. Tu te promenais d'un rangé de même, pas assis. Moi, j'étais pogné debout. Anyway, mais c'était le fun. C'était un beau show pareil. Moi, j'ai eu du plaisir. Oui, je me souviens d'avoir vu ça, les reportages là-dessus. Le premier gala d'arts martiaux mix, mais c'était pas sanctionné en fait parce que c'était illégal. Mais je pense que c'est le premier gala d'arts martiaux mix pro au Canada a eu lieu à Kanawaki. Je pense que c'était genre en 97 là, à peu près. Là. Écoute, je pourrais pas te dire. Moi, j'étais arrivé par après pour aller faire mon tour sur la réserve. Je peux te dire que le premier show pro sanctionné en Amérique par une commission athlétique, c'était au Québec, c'est lieu. C'est en 1999. C'est IFC qui était venu à Pierre Charbonneau. C'était moi et Denis Langlois, justement, qui avait arbitré ce show-là. Puis par la suite, je pense qu'on a attendu une année avant qu'il y ait un autre show, là, genre avant qu'UCC rentre dans le décor. Je pense qu'ils sont rentrés dans les années 2000, quelque chose du genre. Puis comment vous vous sentiez là, à cette époque-là, toi, puis M. Langlois, c'est ça? Ah, bateau. Si je te ramène un peu en arrière... Après le premier show, mettons, là. Moi, j'étais excité. J'étais comme un petit gars qui venait de piger dans le plat de bonbons. Là. Et pour moi, c'était dit, écoute, on savait plus ou moins ce qu'on faisait. Moi, j'avais continué à suivre l'UFC. Puis, si je te ramène un peu en arrière, moi, j'ai travaillé pour le gouvernement. Mario Latraverse m'a engagé. Pendant 2 ans de temps, on a fait... C'est-tu 2 ans? C'était 1 an et quelques que ça a pris. On a fait des audiences publiques. On s'est promené un petit peu partout au Québec pour légaliser ce sport-là. Fait que je faisais partie de l'équipe gouvernementale qui l'a légalisé. Malheureusement, on est arrivé avec un set de règlement 98 qui ne faisait pas trop de bon sens, mais on a réussi à s'en sortir pareil durant le premier show. Fait que moi, je suis tombé pareil en amour avec ce sport-là en 93. UFC 1, j'ai dit, fuck, si j'étais plus jeune, je m'en irais là-dedans. C'est sûr, j'aurais pas fait du karaté. C'est sûr, ça. Ah oui. Fait que par la suite, moi, j'ai bien aimé mon expérience. Ça a pris du temps avant qu'on ait un autre show. Puis avec UCC, dans le fond, ça a été vraiment le début là, de ma carrière d'arbitre, en tout cas au Québec. Aux États-Unis, c'était pas mal plus compliqué, là, mais bon, au Québec. Si on regarde ton tapologie, Yves, le premier combat que tu as arbitré officiellement, puis c'est vraiment pas le cas, là, tu as dû en arbitrer une coupe plus tôt, mais ton premier combat enregistré sur tapologie, c'est Georges Saint-Pierre que tu as arbitré, puis c'était justement un TKO anciennement UCC, je pense. Ça se peut, je sais pas. Oui, mais comme je avec toi. Écoute, si tu te remets dans toutes les UCC puis TKO, au début, UCC, le premier, Stéphane Patry ne me faisait pas vraiment confiance. On ne se connaissait pas de toute façon. Fait qu'il avait fait descendre Mario Yamazaki pour venir arbitrer. Fait que moi, j'ai arbitré. Mario Latraverse a mis son pied à terre. Fait que je pense que j'ai arbitré à peu près le même nombre de combats cette soirée-là. Par la suite, M. Patry, il était arrivé et il disait « Hey, t'as fait un bon job. » Fait qu'il s'en va être tout l'arbitre. Fait que pendant longtemps, il y a juste moi qui arbitrais. C'est vrai, il y avait juste un arbitre sur le show. Oui, puis tu sais, il y a des TKO, je me souviens, j'ai arbitré 14 combats dans la vie. Oh my God, ça n'a pas d'allure. Oui, mais c'était pas des combats comme aujourd'hui, là. T'avais beaucoup de combats qui finissaient un round, c'est vrai. Ouais. Tu sais, c'est 5 minutes, là, puis c'est pas moi qui se bat, là. Moi, je suis debout, je me promène alentour, puis des fois,
Fait que, puis surtout dans ce temps-là, au début des MMA, tu avais plus de knockouts. Par la suite, les gars se sont beaucoup améliorés pour pouvoir absorber les coups. Mais tu avais aussi beaucoup de soumissions parce que les gars de ça, là, ils en profitaient. Là. Ouais. Eux autres aussi, là, c'était une demande pour eux autres. Là. Fait que, tu sais, on arrêtait les combats. Fait que je t'arbitrais 3 minutes, je m'en allais dans le coin, je m'en allais là. C'était facile. C'était pas comme à la boxe que tu es obligé d'arbitrer un 10 rounds, puis après ça, tu vas taper un 8, puis après ça, un 15. Ça n'a pas de sens. La plupart du temps, ça se terminait très rapidement dans ce temps-là, effectivement. Un des premiers combats dans l'UFC là, que j'ai regardé plus tôt aujourd'hui, là, c'était Roger Huerta. Je ne sais pas si tu te souviens de Roger Huerta. Roger Huerta, hey, ça, c'était, je te dirais, une des premières grandes vedettes de l'UFC. Ben oui, moi, il m'a marqué, ce gars-là. Là, il a toute une histoire, là, Roger Huerta. Puis tu as arbitré un de ses combats à l'UFC, puis je pense que c'est ça, là, il a TKO le gars en 15 secondes à peu près, puis j'avais envie de t'en parler justement. C'est particulier, là, ça, là, quand un combat dure 15 secondes. Toi, tu dis-tu, ben voyons, as-tu envie de dire à l'autre réveille ou de quoi de même, tu sais? Non. Non, tu fais le vide. Sérieux, vieux, t'as pas de... Moi, ma préparation a toujours été la même affaire. J'essaie de regarder la carte parce que normalement, comment ça fonctionne, moi, je ne travaille pas pour l'UFC, je travaille pour les commissions athlétiques. Ouais. Okay? Fait que je travaille pour le gouvernement américain. Je ne travaille pas ou canadien ou n'importe où dans le monde où il y a une commission athlétique. Le seul temps que je travaille directement pour l'UFC ou que je travaillais, c'était quand on allait dans une place où il n'y avait pas de commission athlétique. Ouais. Là, c'est nous autres qui s'auto-réglementaient. Les commissions athlétiques, c'est eux autres qui te disent « Oui, je vais t'engager pour l'événement du UFC » ou n'importe qui à Bellator. Ben là, ça n'existe plus, là, mais bon. Ouais. Tu comprends le principe, n'importe quel autre show. Par la suite, tu ne sais pas qui t'arbitre, là. Tu le sais le soir même du show. Fait que moi, j'essayais toujours d'avoir la carte au complet, faire des recherches chez les gars, dire bon, mais c'est quel genre de. C'est quoi qui est en jeu dans le combat? Quel genre de combattant que je risque peut-être d'arbitrer? Fait que pour moi, c'est plus une surprise quand je vois le gars, Huerta, qui était deux bonnes mains. Ouais. Le gars, il aime ça foncer. Il aime ça, c'est une boule d'énergie qui se garoche tout de suite sur son gars. Fait que je m'attends à une affaire comme ça dans le combat. À l'opposé, si tu arbitres un Damon Maia, ben, tu sais que ça va aller au sol, tu sais qu'il va prendre son temps. C'est pas un gars qui va rusher ses soumissions, mais il va y aller de façon chirurgicale, petit bout par petit bout par petit bout, pour arriver à sa fin. Fait que, tu le sais à quoi t'attendre. Fait que, t'es pas surpris. Ouais, ça arrive des fois que tu avais une surprise, mais je savais à qui j'avais affaire la plupart du temps. Dirais-tu que la plupart des arbitres avec qui tu travaillais avaient la même éthique de travail que toi à ce niveau-là de te renseigner sur les combattants? Y en a-tu qui prennent ça plus pas à la légère, mais est-ce que tu sens que tout le monde avait une éthique de travail assez bonne? Je donnerai pas de nom, mais je peux te dire que c'est une micro-société. Hein, les arbitres, tu as un 20% qui est trop préparé, tu as un 60% qui est dans la moyenne, puis tu as un 20% qui s'en sac. Ouais. Moi, j'aimais mieux être dans le 20% qui était trop préparé. Mais je te dirais que celui aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est John McCarthy. Oui. John avait vraiment une éthique comme la mienne. On s'entendait bien d'ailleurs. Puis c'est un des gars avec qui je pouvais jaser, puis qui te regardait en pleine face, puis qui pouvait te dire écoute, vieux, you screw up tonight. Ouais. Puis pourquoi? Après ça, tu discutais. Pourquoi? Qu'est-ce qui était arrivé? C'est qu'est-ce qu'il a fait dans mon jugement? Parce que tu prends des décisions tout le temps, puis tu les prends hyper rapidement. Légal, pas légal. Légal, laisse aller. Pas légal, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes-tu le combat, tu donnes 1 point, 2 points, tu les enlèves. Puis il faut que ça aille vite. Tu donnes ça en 5 minutes. J'ai-tu le droit de le donner? Puis les règlements passent. Puis, tu sais, souvent, les gens vont... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si tu remontes là, plusieurs années, chaque État, chaque place, chaque promotion avait sa propre réglementation. Ah oui. Puis, souvent, tu te retrouvais fudge. OK, c'est avec ça là, qu'il faut que j'arbitre à soir. Puis, même si c'était un UFC qui arrivait, les Unified Rules n'étaient pas acceptés partout. Ouais. New Jersey était un des derniers bastions à vouloir accepter les Unified Rules. Il y avait leur propre set de règlement depuis les années 2000. Puis, il fallait, quand tu arrivais là, dans le New Jersey, c'était ça que tu arbitrais. Tu as d'autres provinces comme l'Ontario qui ont adopté ces règles-là. Fait qu'on arbitrait avec ces règles-là du New Jersey, mais en Ontario. Fait que, anyway, ça devenait compliqué des fois. Tu sais, juste pas le droit de frapper en arrière de la tête.
En arrière de la tête, c'est des écouteurs comme que tu as. Ouais. C'est les écouteurs, tout ce qui est en arrière de la bande site. Ouais. Il y en a d'autres, après ça, c'est l'espèce de mohawk. Mais tu as le droit de frapper si tu touches l'oreille. Après ça, l'autre, c'est tu peux ne pas toucher là. Écoute, ça n'a même pas de bon sens. Fait que nous autres, il fallait toujours qu'on essaye de s'ajuster par rapport à ce qui se passait et ce qu'on nous demandait. Ah ouais. Aurais-tu aimé ça, dans le temps que tu arbitrais, avoir la chance de parler aux journalistes puis de répondre aux questions après les combats? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on... À deux tranchants, ce que tu dis. Quand tu fais des bons coups, c'est le fun de jaser. Quand tu fais des mauvais coups, c'est un petit peu plus difficile. Puis, il faut que tu comprennes aussi dans les contrats qu'on a avec différentes commissions athlétiques, on a des non-disclosure agreements. Okay. Et on a le droit, dans le fond, d'en parler. Mm-hmm. Moi, j'ai l'anomalie là-dedans parce que je faisais un peu de télé au Québec, je faisais un peu de radio, puis je parlais. Mais si tu regardes tout ce que j'ai fait, je ne faisais pas de prédiction, je ne parlais pas en mal de quelqu'un. Je parlais du sport, j'essayais de faire la promotion, puis j'essayais de le pousser. Si j'aurais aimé ça, ça aurait été le fun de pouvoir l'expliquer. Exact. Dire, écoutez, à soir, là, le derrière de la tête, c'est le mohawk. Fait que, ouais, là, il a frappé ici. Oui, mais il avait le droit de le faire. Tu sais, les small joint manipulation qui disaient au UFC, tu n'as pas le droit. Ben là, il y a des États, c'était 3 doigts. Il y a d'autres États, c'était 2 doigts à crème. T'es rendu un petit doigt, tu pogné puis casse-les, là, Colin. Là. Mais là, t'es comme, OK, y a-tu 3 doigts, y a-tu 4 doigts, y en a-tu 2? Y est-tu correct? Dans quel état je suis déjà? Est-ce que tu regardes des combats des fois à ce jour, Yves? Si. Est-ce que t'écoutes-tu des combats? Des fois, ça t'arrive-tu d'écouter que ce soit des samouraïs ou peu importe? Est-ce que des fois, tu tunes in pour regarder des combats? Parce que je suis content d'entendre ça. Parce que est-ce que tu penses qu'on devrait enlever plus souvent des points? C'est quoi, toi, ton take sur ça? Tu sais, il y a beaucoup de fautes, que ce soit un coup de pied dans les chenolles ou des doigts dans les yeux, là, c'est principalement les 2 fautes qui reviennent le plus souvent. Puis l'arbitre va t'avertir 1 fois, va t'avertir 3 fois. Puis là, on est comme, tu vas-tu nous enlever des points, tu sais, à un moment donné? C'est quoi ton take, toi, là-dessus? Ça dépend toujours de la situation, OK? C'est toujours dépendant de la situation, comment ça s'est passé, si c'est volontaire, involontaire. Si c'est involontaire, as-tu fait du dommage? Puis c'est là qu'il faut que tu juges, ça se passe vite. Moi, personnellement, je suis plus sur le côté, oui, on les enlève. Parce que toutes les fois que tu commets une faute et que ça fait du dommage, dans cette optique-là, tu viens de réduire la capacité du combattant à pouvoir se défendre. Puis tu viens d'y mettre aussi un doute dans la tête, dire « Oh, Colin, l'arbitre, il laisse aller ces coups-là. Est-ce que je suis incapacité par la douleur que je viens de recevoir? » Il ne faut pas oublier, il est devant du monde. Il ne veut pas passer pour un pissou. Il ne veut pas passer pour quelqu'un qui est en train de choquer. Fait que l'orgueil mal placé va faire en sorte qu'il ne voudra pas peut-être dire « Hey, je vais prendre mon 5 minutes au complet. » Moi, je me dis, protège-les, ce gars-là. Enlève un point. Tu dis, refais plus ça. C'est ce qu'on a comme outil, comme arbitre, d'être plus sévère. Il y a des fois, puis je vais te donner des exemples, il est sur le bord de la cage, le gars, il arrive pour se faire suplexer ou se faire tasser. C'est naturel de gripper la cage. C'est juste naturel, c'est un réflexe. Tu y penses pas, ça va aller de soi. T'enlèves-tu un point si ça n'a pas eu de dommage sur celui qui essayait de l'amener au sol? S'il réussit à l'amener au sol, je me dis, laisse aller. Tu fais juste verbal warning, dis, hey, grappe pas la cage. Parce qu'il n'y a pas eu d'effet. Si le gars il est en souplex, il est en train de le monter, l'autre il s'agrippe, puis tu viens de faire foirer la souplex que le gars essaie de faire, puis ils reviennent tous les deux devant la cage, oh, t'enlèves un point. T'arrêtes le combat, time out, on enlève un point. C'est sûr. Parce que là, tu n'as pas suivi le déroulement normal du combat. Oui. Ah oui, puis au final, c'est ça, c'est que tu altères beaucoup les conditions du combattant qui s'est fait fauter, lui. Fait qu'à un moment donné, veut pas, t'es obligé. Puis je pense que oui, toi, effectivement, t'étais quand même assez exigeant là-dessus, puis t'enlevais des points quand tu sentais qu'il fallait que... On dirait qu'il y a des arbitres qui tiennent absolument à ne pas enlever de points parce qu'ils veulent pas impacter le combat d'une façon ou d'une autre, mais en ne pas enlevant de points, tu l'impactes quand même, le combat. Tu l'impactes. Puis je pense que tu l'impactes plus sévèrement que si tu enlevais le point. Absolument. Parce que le combattant, puis tu sais, il y a une question de confiance aussi qui se passe entre les combattants et l'arbitre.
tu t'attends à ce que l'arbitre fasse sa job, puis qu'il va pénaliser l'adversaire s'il commet des fautes, puis en ne le faisant pas, tu dis, OK, ben là, Motu va le faire. Là, tu finis par perdre le contrôle de ton ring. Puis là, tu te dis, le gars, il va être un peu plus craintif parce qu'il sait que l'autre, il risque de le faire. Fait que, je pense que oui, j'aime mieux être plus sévère que trop permissif. Tandis que moi, je vais laisser un combat, le sang. Je suis un des gars qui est laissé saigner le plus. Parce que mais c'est vrai, il y a un bout de temps, on m'appelait Yves Let Them Bleed Lavigne. Parce que tout le monde pissait le sang dans les combats, mais c'est parce que c'était pas dangereux. Il faut comprendre là, que j'ai 4 médecins. J'ai 2 urgentologues qui sont alentour de la cage, moi, là. Tu parles avec eux autres, et ils disent, ben non, il n'a pas perdu de temps que ça. Là, le gars, il est correct. Fait qu'eux autres, ils le monitorent durant tout le combat. Moi, entre les rondes, je disais, hey, est-tu correct, lui, là? Il me semble qu'il blémit quelque chose. Là, non, il n'a pas encore, c'est des athlètes. Il est capable d'en prendre. Puis, il y en a un qui m'avait dit à un moment donné, il dit, tu vas donner 1 litre de sang. OK? Il y a du monde qui vont faire ça. Tu prends un petit peu de jus d'orange, tu t'en vas. Prends une petite bouteille d'eau, 500 ml. Mets du colorant rouge, shake-le un peu, verse-toi ça sur la tête. Tu as juste 500 ml. Quelqu'un rentre dans ton bureau, puis il va te regarder. Il appelle les ambulances, il pense que tu as reçu un coup d'âge sur la tête, tu as du sang partout. Imagine-toi, tu as de la sueur, tu as de l'eau des gars entre les ronds, la glace. Continue, fait qu'il n'y a pas tant de sang que ça. Absolument. Mais disons que ça paraît mal à la télé. Oui, exact. C'est ça, c'est que de la vue de quelqu'un qui n'est pas averti puis qui passe par là, puis tu vois ça, mais effectivement, là, c'est mélangé avec de l'eau, mais forcé d'avouer que c'est quand même particulier de voir autant de sang des fois dans des combats. Là, bon, ça, c'est à cause des armes que tu utilises. On a le droit au coup de coude, puis on a le droit au coup de genou. À cause de ça, ça coupe beaucoup plus. Mais au final, c'est moins dommageable qu'une commotion cérébrale. Une coupure, ça va guérir. Oui, tout à fait. Puis nous autres, on ne compte pas jusqu'à 8 pour les remettre debout pour qu'ils reçoivent une autre commotion. Non, quand c'est fini, c'est fini. Exact. Puis là, tu parlais de gars qui sont tough, puis je me souviens, j'ai vu que tu avais arbitré le combat de Brian Ortega contre Max Holloway. Puis je sais pas si tu te souviens de ça, là, mais Holloway en avait sacré toute une. Puis à un moment donné, il avait même montré à Ortega comment se défendre pendant le combat. Tu te souviens-tu, c'était quoi ton état d'esprit pendant cette fight-là, Holloway contre Ortega? Combat de championnat, on est en Ontario, je m'en souviens encore. S'il y a un gars qui, j'en parle, j'ai encore des frissons, là, parce qu'effectivement, lui, il était jusqu'à ma limite. Puis quand je suis arrivé, j'ai parlé au doc avant de l'arrêter, puis j'ai dit, écoute, doc, moi, je l'arrêterai. Puis j'ai dit, c'est là, fait qu'il m'a regardé, il dit, OK, on arrête. Parfait, on arrête. Doctor stoppage. Mais je te disais qu'il était effectivement à la limite de ce que je pouvais endurer. Comme j'ai dit à M. Ortega après, j'ai dit, tu n'aurais jamais abandonné, puis là, je le sais. Tu aurais aimé mieux mourir dans l'octogone que d'abandonner. Fait qu'il a fallu que je prenne la décision à ta place. Et puis il était jeune, Brian, en plus, là, il devait avoir 25-26 ans à peu près là, dans ce temps-là. Dis-toi une chose, OK? Puis, tous les combats, dans toutes les sphères de combat, kickboxing, boxe, puis tout, OK? Prends-les toutes, là, c'est toute la même affaire. Le commissaire a le droit d'arrêter le combat. Le médecin a le droit d'arrêter le combat. Le combattant peut arrêter lui-même le combat, surtout en MMA, il tape, on n'en parle plus. Le gars de coin qui connaît le mieux son combattant, jusqu'où il peut aller, peut arrêter le combat. Puis il y a l'arbitre, OK? On est 5 alentours d'un octogone, d'un ring qui peut arrêter le combat n'importe quand. Quand ça arrive à l'arbitre, c'est le dernier. Posez-vous des questions sur toutes les autres. On n'en parle pas assez souvent, là, mais parce que c'est facile, vous êtes là, t'es le seul qui est dans la cage avec les 2 gars, là, mais est-ce que si on est là pour un chiale après l'arbitre, t'aurais dû arrêter le combat, mais le gars dans son coin, pourquoi c'est pas lui qui a garoché la serviette? Il me semble c'est le premier qui devrait le faire, c'est son coin au combattant. Là. C'est lui qui l'a vu pendant des mois, des années, qui l'a entraîné, qui sait comment ce qui est, il sait c'est quoi qu'il y a eu comme camp d'entraînement, si le gars il est en shape, s'il y a eu des commotions, nous autres, on n'est pas au courant. On essaie de voir avec les informations qu'ils nous montrent et le caractère qu'ils nous démontrent. Mais on ne le sait pas, là. Hey, moi, j'ai su après, il y a des combats que les gars se sont couchés, puis j'étais comme, voyons, ce gars-là, il a un bien meilleur menton que ça. Tu parles avec, puis crime, il s'est fait coucher 3 fois dans le corps d'un raid pendant le temps de son camp d'entraînement, puis t'es là. OK, mais vous étiez supposé de le dire à Régie, ça. Mais oui, mais ça.
Mais nous autres, là, on lui pose des questions. Son coach ne le dit pas, lui, il ne dit pas pourquoi. Ils ont besoin de sous, les gars, il faut qu'ils vivent. Ah Là. ouais, c'est Ça, je ça. comprends ça. C'est une drôle de balance, mais tu Ah sais, ouais. des fois, c'est dangereux. Ben Là. oui, mais ça revient Mais toujours à posez-vous la l'argent. question. Prochaine fois que vous allez voir que c'est l'arbitre qui arrête le combat, après des coups, n'importe qui aurait pu l'arrêter avant. Ouais, ah non, tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai, vous êtes toujours blâmés, mais si le coin, il faisait quoi, lui, quand son gars était en train de se faire péter à la gueule? Puis tu sais, ça revient, il y a des gars que leur coin, t'as souvent des combattants que leur coin, c'est du monde qui prennent vraiment soin d'eux, puis tout, mais t'en as d'autres, là, que le coach, là, il s'en sac un peu du gars, là, qui est dans le cage. Là. Maxime, on parle de l'UFC. Là. Tu parles de la ligue majeure, tu parles des promotions qui sont les plus en vue dans la planète. C'est plus des amateurs. Là. Ouais. C'est des entraîneurs professionnels qui ont là. Colin, si ton gars de coin est plus capable de te protéger, on a un problème. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un mythe, Yves, le fait que tu as arbitré, mettons, Nate Diaz ou des gars, tu sais, qu'ils mangent des bonnes rinces, mais qui sont quand même capables de revenir dans un combat. Est-ce que tu vas toujours arbitrer un combat de la même façon, peu importe quel est le combattant, ou tu dis, OK, lui je le sais, ça se peut qu'il se fasse dropper 2-3 fois, mais je vais le laisser le combat aller un peu plus longtemps que je le laisserais si c'était quelqu'un d'autre, mettons. La base est toujours la même, puis ça dépend toujours du combattant. En tout cas, avec la manière que moi je fonctionne. Hey, je parle encore au présent, pourtant c'est au passé. Ça fait pas si longtemps que ça. Je te dirais que le gauge que moi j'avais, c'est montre-moi que tu es encore dans le game, montre-moi que tu es capable de te défendre, montre-moi que tu as encore quelque chose à me donner, puis je vais le laisser aller. Si tu te trouves de même, puis tu ne bouges plus, pour moi, c'est fini. Si tu essaies des choses, ça se peut que tu sois Daisy, tu es on spaghetti legs, puis tu n'es plus sûr, mais que tu essaies pareil de te défendre, tu montres que c'est quand même une cohérence dans ce que tu me fais, je vais te laisser aller. Ouais. Mais je vais te protéger contre toi-même si je vois que tu n'es plus capable. Tu reprends le combat d'Ortega, il essayait. Il était encore là, il était capable. Puis tu remarqueras aussi qu'il y a des shots, ça ne rentrait plus aussi solide. Ouais. Au 4e round, tout le monde était fatigué. Ouais. Ça rentrait vite encore, par exemple. Mais ça rentrait plus solide comme ça rentrait au début du combat. Fait que tu peux l'étirer un peu, mais montre-moi que tu es encore capable, je vais le laisser aller. Si tu montres des signes, tu sais, comme la pire position que tu peux pas avoir, c'est la position fétale qu'on appelle. Ouais. Quand c'est rendu, tu te mets en petite boule, tu es en train de protéger tes organes vitaux, puis tu n'es plus capable. Tu es un combattant, ça veut dire que ton cerveau ne gère plus l'attaque que tu es en train de recevoir. Même chose, si tu fais juste ça de même, ton cerveau n'est plus capable de se défendre. Puis ton métier, c'est d'être un combattant. Ça veut dire que tu n'es plus capable d'en prendre. On te sort du trou, mon grand, je suis là pour ça. Ah oui, t'es absolument dépendant du gars, tu sais, comme tu vas prendre des toughs, ben, les Diaz vont toujours sortir un petit coup de Colin. Ouais. C'est pas des combattants orthodoxes. Fait qu'ils vont sortir un drôle de crochet qui arrive de te dire OK, ben, il est encore nous autres, là. Il est encore en train d'essayer quelque chose. Fait que tu laisses aller. Oui, il y en a qui te laissent pas le choix de laisser le combat aller. Tu le mentionnais tantôt après le premier show là, que vous avez organisé, toi et monsieur Latraverse à Montréal, t'étais fou comme la marde. On recommence, j'ai jamais organisé de show. Non? Mais j'ai arbitré. Okay. On a fait les règlements. On est arrivé dans l'AFC, premier show légal qu'on a en Amérique. Moi, je viens de piéger dans le sac de bonbons. Oui, OK, c'est ça. Puis dans ce temps-là, c'était pas la Régie des alcools et des jeux qui s'occupait de ça? C'est la Régie des sports, c'était à peu près la même affaire. On n'était pas encore affilié avec la Régie des courses. Non, effectivement. Okay. On était sous le ministère de la Sécurité publique à part. Puis ça devrait revenir de même, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais là, tu étais aux anges, tu avais le petit gars qui pigeait dans le genre à bonbons. Puis là, fast forward à peu près une dizaine d'années, puis tu te retrouves à arbitrer le combat principal du premier gala de l'UFC à Montréal, Georges Saint-Pierre contre Matt Serra 2. Tu devais capoter là avec là, quand tu étais au centre du Centre Bell, puis ça criait. Écoute, il y a une anecdote là-dessus. Oui, c'est toujours le fun de revenir à la maison, puis de voir la foule, enfin, d'être là. T'as beau dire, je parlais avec des journalistes puis tout, leur dire le phénomène Saint-Pierre, j'en parlais à la radio. Ben oui. Ils ne l'avaient pas vu, mais là, ils l'ont vécu. C'était vraiment quelque chose. Il y a l'anecdote avec Buffer, parce que Buffer nous donne nos instructions. Lui, il a
son oreillette. Ouais. Puis il entend la production qui gère le début du combat. Parce que c'est eux autres vraiment qui me disent quand les caméras, tout le monde est prêt, go, je peux y aller. Là, il me fait signe, stare down. J'entends rien. La foule est trop bruyante. Fait que là, il veut me dire que oui, on va faire un stare down. Parce que des fois, il n'y en a pas. Ouais. Mais normalement, on en fait, mais on attend pareil le hockey. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais déjà, il y a un UFC qui ont coupé ça parce qu'il n'y avait plus de temps. Fait qu'à cette heure, quand on rentre plus dans les temps, on fait ça vite. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des stare down, justement. Tu me le fais penser, là, mais je pense qu'il c'est plus trop monnaie courante. Oh, je ne pourrais pas te dire. Mais il me dit stare down, mais j'entends rien. Foule beaucoup trop bruyant. Il vient me voir, puis là, écoute, il était à deux pouces de mon nez. Je l'entends pas plus. La foule trop bruyante. Puis à un moment donné, là, je me suis levé les yeux, puis j'ai commencé à regarder, puis là, j'étais comme, oh wow, OK, cool. Ça, c'est cool. Ah ouais. Vraiment, là, je suis content. Ben oui, mais puis tout un combat aussi, là. Puis si c'était loud au début du combat, puis tu pouvais pas entendre Bruce Buffer te parler, j'imagine pas un coup que Georges est allé chercher le TKO, puis le toit du Centre Bell a failli lever, là, c'est sûr. J'ai rien entendu. Puis il faut que tu comprennes, OK, il y a un blocage mental qui se fait. Ouais. Tu finis par vraiment, là, un coup que c'est parti, que tu te laisses impressionner, tu entends les gars respirer dans l'octogone, tu entends les gars de coin quand ils disent des instructions, le monde crie, mais tu es capable je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu les isoles. Puis quand tu sais que le gars, il va dire, OK, triangle, OK, je vais me placer, il vient de garocher l'instruction de faire un triangle. Là. Fait que je vais me tasser dans ses jambes parce que, bon, il risque de passer sur mon bord. Mais tes enfants. Puis quand tu l'arrêtes, je veux juste m'assurer que Sarah y est correct. Fait que moi, je reste avec. Là, je ne sais plus trop qu'est-ce qui se passe. Mon focus est juste sur lui. Jusqu'à temps, ben, je parle de ce combat-là. Là, il s'est assis contre la cage. Il dit, thanks, Steve. Ça a arrêté là. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme s'il y avait une bulle qui se mettait en haut de vous autres, là, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus un son. Tu entends juste ce que tu as besoin d'entendre, puis une chance aussi, parce que... Quand c'est aussi intense, OK, il y a d'autres fois, ben oui, je l'entends, le gars dans la troisième rangée qui dit « Ref, you're full of shit! » Puis, tu sais, « Get the fuck out! You suck! » Puis, on l'entend. Ça, c'est quand l'énergie n'est pas assez haute. OK, qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu l'entends. Tu fais abstraction, là. Mais quand l'énergie est au tapis, comme ces combats-là, tu n'entends pas rien. Tu n'entends rien. Tu as aussi déjà arbitré Ronda Rousey, puis je suis curieux de savoir, toi, c'était quoi ton take, mettons, dans ce temps-là, là, quand personne pensait que les femmes allaient se battre en MMA un jour, puis là, ben, on a vu l'arrivée de Ronda Rousey, puis elle s'est d'ailleurs battue contre la Canadienne, Alexis Davis, que tu devais connaître, parce qu'elle s'était déjà battue ici au Canada, si je me trouve avant. Comment t'as vu ça, là, cette espèce de évidemment, le phénomène Ronda Rousey, là, mais les femmes qui passent de personne pense qu'ils vont se battre à finalement se battre dans les plus gros événements du monde? Oui, parce que moi, j'avais arbitré des femmes avant. Fait que pour moi, c'était tout à fait naturel. Je te dirais que les filles sont très techniques dans ce qu'ils font. Comparativement, ils ne peuvent pas se fier à leur force physique comme certains gars vont essayer de faire, mais ils vont être plus techniques. Fait que je les avais déjà arbitrés, moi, ces filles-là. C'était correct. Je comprends. Je te dirais que l'ampleur, bon, le personnage de Ronda Rousey, c'était plus gros que nature. Je trouvais que c'est une belle... ça, il faut que je te l'explique. C'est une belle marque de confiance. Puis, il faut que tu comprennes, hein. Moi, toutes les fois qu'on me demandait d'aller arbitrer ailleurs, c'est un privilège que j'avais. Moi, je viens de Montréal. On n'avait pas vraiment de show ici. Fait que les arbitres ne pouvaient pas avoir un échange avec les commissaires ici puis s'échanger ça. Fait que toutes les fois qu'on me demandait d'aller ailleurs, je suis un invité. Quand tu es invité chez quelqu'un, c'est pas toi qui choisis tes combats. Fait que tu choisis pas où tu t'assis à table. C'est pas toi qui choisis le souper. Fait que tu choisis rien. Tu te contentes de ce qu'on te donne. Puis quand on te donne des combats d'envergure comme ça, grosse gratitude. Merci beaucoup parce que la confiance est là. Puis tu sais, qu'un commissaire que je ne vois pas tous les jours décide d'appeler Yves Lavigne parce que je sais qu'Yves Lavigne va faire une bonne job. Puis en plus, je vais lui donner une finale de même que tout le monde dans le monde va regarder. Je me dis, oh, là, OK, hey, merci. Vraiment, là, grosse gratitude. Fait que dans ce cas-là, j'ai parlé avec Mme Rousey, super gentille, zéro problème avec elle. Parce qu'avant les combats, on va voir les combattants, puis on jase avec eux autres.
Zéro problème. Ça s'est fini un peu rapidement, mais bon, j'avais pas le choix. L'autre était gelé, ça n'avait pas de bon sens. Oui, oui, mais ça. Ouais, D'ailleurs, essayé de se battre avec moi en plus. Fait que, ah ouais, ça t'est arrivé une couple de fois, ça? On le voit, là, les combattants sont sonnés, puis là, tout intervient, puis il se met à lutter l'arbitre ou. Ben oui, mais c'est parce que tu es entraîné pendant X nombre de mois que quand même que tu te fais geler, ramasse quelque chose qui traîne. Ouais. Moi, j'ai des jambes qui traînent à côté d'elle. Là, fait que ça te saute dessus, ça veut t'amener à terre pour essayer de récupérer. C'est juste normal. Ça fait partie de la game, on se watch. Oui. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre vous, entre les arbitres sur un galop, ou c'était pas mal friendly? Est-ce qu'il y en a qui aiment l'attention des caméras? Oui. Tu sais, surtout avec toi, là, mettons, là, vu que t'étais quand même une tête t'étais quelqu'un de confiance, puis les gens ils te mettaient souvent en finale. Tu sentais-tu que des fois, il y en a d'autres qui essayaient de te mettre des bâtons dans les roues, mettons? C'est arrivé, oui. Tu sais, moi, j'étais le Canadien de service. Hein? Fait que quand tu te fais dire, là, you're coming here to steal an American job. Ah ouais. Là, t'es comme, OK, moi, j'étais chez nous. On m'a appelé. Quoi tu veux que je fasse, là? Tu sais, j'ai pas volé la job à personne, c'est à moi qu'on l'a proposé. Ouais. Tu sais, fait que, difficile, tu sais, que tu veux que je prenne quoi. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme. Ah oui, c'est sûr. Ben, en même temps, si t'as personne qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues, il y a une expression qui dit des haters. Là, si tout le monde t'aime, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais de pas correct. T'sais. Si t'es au top, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont t'haïr à un moment donné. Là. Ouais. Ça fait partie de la game, OK? Puis je peux comprendre. Tu sais, là, je vais essayer de les excuser, mais moi, ça n'a jamais été mon gagne-pain. Moi, je faisais ça comme hobby. Ouais. C'était super cool. C'était un hobby là, que je me suis beaucoup investi. Mais tu sais, moi, j'étais un comptable, j'étais un CPA à la base. Fait que moi, je revenais chez nous, je faisais mes clients, puis j'avais la paye. Tu prends d'autres arbitres où c'est leur paye, leur gagne-pain. Ouais. Je peux comprendre que tu viens voler ma job, puis bon, il y a un moment donné que, bon, si tu faisais une finale, tu étais mieux payé. Fait que là, c'était comme, là, tu fais plus d'argent que moi. Puis, ouais, c'est sûr. C'est pas moi qui ai choisi, moi, j'ai rien fait, là. Ouais. Au final, tu disais que tu n'étais pas un employé de l'UFC, que c'était à moins qu'il n'y ait pas de commission où tu allais. Mais quand tu allais à Vegas, ben, c'est la commission athlétique du Nevada qui t'engageait. Fait qu'au final, c'est eux qui te payent aussi et non l'UFC. Oui. C'est un peu insidieux, OK, de la manière que ça fonctionne, là. Qui book mon billet d'avion? L'UFC. Qui book ma chambre? L'UFC. Qui me paye? La commission athlétique. Mais qui a donné les frais, les payés, les arbitres, les juges, puis tout ça, qui a tout donné l'argent qu'il fallait, c'est l'UFC qui l'a donné à la commission athlétique. T'as-tu l'impression que la commission t'en donnait pas assez au même titre que l'UFC donne pas assez d'argent aux combattants? Non. Moi, là, sérieusement, là, j'ai jamais fait ça pour l'argent. Ouais. Moi, je l'ai fait parce que j'avais une passion. Je suis tombé en amour avec le sport des arts martiaux mixtes. Tu sais, puis je vais te conter une anecdote. Pendant 2 ans de temps, là, j'allais à Jersey. Je prenais mon char. On me donnait, je pense, c'était quoi, 75$ pour aller arbitrer au New Jersey. Je payais pour aller arbitrer aux États-Unis dans l'espérance d'être dans une grosse ligue. Puis je voulais être juste sur un show du UFC avec les meilleurs arbitres au monde pour voir si j'étais du même calibre. Ouais. Il y a des gens qui me disaient qu'ils venaient ici parce que, tu sais, TKO, là, c'était une maudite belle promotion. Là. Il y avait des fighters là-dedans là, que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Puis ils me disaient tout, viens arbitrer aux États-Unis, viens arbitrer, tu vas être bon. Puis, OK, mais j'aimerais ça le vivre une fois. Ouais. C'est arrivé, puis ça a bien été. Mais tu sais, moi, je payais, là. Pendant 2 ans de temps, j'ai été arbitré au Jersey. Puis l'UFC était là 2 ou 3 fois pendant ce temps-là. Mais il y avait tellement de pouvoir dans ce temps-là, ils ne voulaient rien savoir de moi. Moi, j'ai dit la chose, j'ai dit, on oublie ça, vieux crème, ils ne veulent pas de moi. Ouais. Je ne le verrai jamais. Là, je suis allé de payer de ma poche pour aller arbitrer. Là. Ouais. Ça fait à un moment donné. Puis en fin de compte, l'UFC 58 était arrivé. Puis j'ai été choisi. Puis c'est là que ça a commencé avec M. Radler, qui a décidé de me mettre dans son roster d'arbitre au Nevada. Puis je suis devenu un arbitre du Nevada.
Ah oui, puis t'es devenu un arbitre, mais pour nous, puis je sais pas, je parle pour tous les autres Québécois, là, mais je me souviens, là, quand je t'entends parler à Georges ou à Pat Côté ou à Olivier Aubin, puis t'es-tu prête, tu sais, avant le combat, t'es-tu prête, Ali, puis tu le dis avec l'accent québécois, c'est que ça me rendait fier à chaque fois. Ça a fait suer les commentateurs parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ouais. Puis, comme je disais, je parle pas beaucoup d'un combat, mais je trouvais ça important. Hey, je parlais avec un Québécois, moi, il dit en français, c'est qu'ils vont me comprendre. Ben, mais, hein, puis tu sais, c'est vrai que je peux comprendre pourquoi quelqu'un serait comme, hey, c'est pas fair, là, tu sais, il parle en français, puis l'autre combattant, il comprend rien. Mais au final, ça change absolument rien. Là. De nos jours, il y en a beaucoup, là, des arbitres. Il va y avoir un combattant mexicain, il va y parler en espagnol, puis l'autre, il est chinois. Ben, il va. S'il sait parler. Si tu veux juste que le combattant, il te comprenne, au final, tu sais, Oli, là, dans ce temps-là, parlait pas super bien en anglais, là, fait que t'es aussi bien de dire en français que de dire en anglais, tu sais. T'as même un super point important qu'on s'est estiné, moi puis Big John, à cause de ça. Puis ça a l'air fou. Moi, ici au Québec, puis ça a commencé avec au tout début, OK? Puis avec Mario Latraverse. Mario, une chance, il m'a fait suivre des cours avec des arbitres de WBC dans le temps. J'ai été super choyé avec ce gars-là. Et à la boxe, il utilise 3 commandements. Stop, break, fight. That's it. Ouais. Regarde mes combats. J'utilise à peu près toujours 3 commandements, puis that's it. Ouais. Pourquoi? Imagine-toi que tu es dans un combat maintenant, puis ça, on n'était pas d'accord, moi puis John. Moi, je dis que c'est du coaching. John, il dit que c'était pas du coaching. Imagine-toi, tu as un but, je vais juste fucker les cartes. Tu as Georges Saint-Pierre qui est sur le dessus de Matsera. On va prendre Matsera. Ouais. 4e round, Saint-Pierre, il est au début, ground and pound. Il se dit, Colin, il me reste à peu près 4 minutes encore à continuer. Sarah, il n'est pas encore. Puis là, tu as un Georges Saint-Pierre sur le dessus qui m'entend dire, hey, bottom fighter, si tu ne sors pas de là, j'arrête le combat. Je viens de donner une chance au gars qui est sur le dessus de dire, hey, attends une minute. Moi, je suis au lieu, il me reste 4 minutes à faire, mais si j'y vais encore plus fort, je vais arrêter. Je n'ai pas besoin de garder du gaz dans ma tank. Je me vide dessus tout de suite. Fait que je viens de le coacher pour lui dire, vas-y, mon grand. Fait que imagine-toi quand tu as un Brésilien qui est en dessous, puis tu as peut-être un anglophone, puis tu donnes ton commandement en anglais. Il y a juste le gars en haut qui t'entend parce qu'il est anglophone. L'autre, le Brésilien, il est là. Puis quand même qu'il baragouine une coupe de mots dans les conférences de presse. Moi, je parle anglais. Garoche-moi, là, fais-moi un ground and pound, puis que je reçois des gars là. Mon anglais, il prend le bord, puis hostique, je suis en mode survie, moi, là. Ouais. Tu sais, là, fait que je suis pas sûr que je vais tout comprendre ce que le gars va me dire, l'arbitre. Là. Non. Vraiment pas. Je pense que si tu commences à. Moi, je pense que c'est un peu de ton avis, là, ça revient un petit peu à du coaching. Puis, je pense que si tu commences à ouvrir la canne puis te mettre à parler, ben si t'es pour le faire, tu devrais quasiment le dire dans les 2 langues rendu là, tu sais, pour que ce soit fair. Puis même pas. Tu sais, l'arbitre, ferme-toi. Tu vas arrêter le combat, c'est de justifier que tu l'as dit. Arrête-le. C'est tout. On l'arrête, fini. Ouais. En tout cas, mais ça a été des belles discussions théoriques en tout cas, que j'ai eues avec John. Ben oui, c'est sûr. Puis ça a toujours été dans... je pense que John McCarthy, puis toi, vous êtes un peu l'équivalent. Toi, t'es au Canada, ce que lui est aux États-Unis, dans le sens où vous étiez là dans le début du MMA, puis vous avez aidé à donner de la légitimation au sport dans vos pays respectifs. Je te dirais, John a une beaucoup plus grande échelle. Ouais. Moi, j'ai fait ma part avec la légalisation au Québec. J'ai aidé avec John aussi, puis à travers le Canada, je les ai aidés. J'ai aidé j'étais sur un comité fédéral pendant 2 ans de temps pour la réforme de la loi 83. Ça, vous n'avez pas entendu parler. Qui a donné ici au Québec, pouet, parce qu'on a des ministres qui font rien avec ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je te dirais que, tu sais, en Arabie Saoudite, je les ai aidés à fonder leur truc. Fait que oui, on a aidé chacun à notre manière, mais je te dirais que John, il l'a eu difficile parce qu'on était au début, puis aux États-Unis, mais il fallait qu'il fasse une percée. Puis une chance qu'il y avait un gars comme lui pour faire ça. Moi, je l'ai eu un peu plus facile parce que j'avais des assises, puis j'ai appris mon métier avec le meilleur, qui est John. Fait que je me dis, Colin, oui, j'ai eu de la chance là-dessus. Mais oui, j'ai fait ma part au Canada, pas mal plus que ben du monde. Ah oui, mais. Puis une figure emblématique du MMA au Canada puis au Québec particulièrement, Yves. T'étais là aussi au dernier UFC au Canada, à Montréal en fait. Kyoji Horiguchi contre Demetrius Johnson, il y a 10 ans de ça. Puis là, l'UFC, au moment où on se parle, ils reviennent dans 2 semaines à Montréal. Pourquoi tu penses que ça a pris 10 ans avant qu'ils reviennent? La question, c'est... Pourquoi tu penses que ça a pris 10 ans avant que l'UFC revienne ici à Montréal? Plusieurs raisons. Le show, il y a eu lieu, mais il n'était pas supposé d'avoir lieu.
On avait un commissaire dans le temps qui avait dit à l'UFC qu'on était pour utiliser les règles du Québec, les mêmes qu'on a aujourd'hui, en passant. Ceux qui étaient de 1998, aller sur le site Internet de la Régie des alcools de course et des jeux, aller voir les règlements, et aller les lire. Et je vous invite tout le monde à le faire. Vous allez vous apercevoir que le MMA ne peut pas exister avec ces règles-là. Ça fait depuis 1998 que j'essaie de les faire changer. Ouais. Moi, je passe à côté. Quand c'est venu aux oreilles d'un journaliste, Martin Lemay. Martin Lemay a sorti le scoop. Il a passé sur beaucoup de tribunes. Les frères Fertitta, ils ont sauté d'un avion avec Dana White et M. Ranner, qui sont nés ici au Québec. Ils ont décidé de ban the rule pour l'UFC, ici, au niveau des règlements. Puis je pense que ça a pris un bon bout de temps avant qu'ils reviennent. Là, ils reviennent. Malheureusement, on n'a rien fait avec notre réglementation. Ça veut dire qu'on va encore prendre les règlements de l'UFC, puis on va continuer à empêcher d'autres promotions de l'extérieur de venir au Québec en leur disant il faut vous accepter nos règles, mais on fait une passe droit à l'UFC, malheureusement. Ouais. Au lieu de régler le problème une fois pour toutes, pour qu'on n'en parle plus. Puis ça vaut aussi pour le volet amateur, parce qu'on a tout au Québec présentement pour régler le problème, parce que le comité que je t'ai parlé un petit peu plus tôt, on a redonné le pouvoir aux provinces de légaliser ça au niveau amateur. Chaque province a le droit de dire oui ou non à des sports de combat. C'est eux qui décident. C'est sur le bureau de la ministre Charest. Elle est en poste depuis une couple d'années, en tout cas. Ouais. Puis, je pense que les dernières nouvelles, je l'ai entendu, je pense que c'était en 2019. Il avait envoyé un sondage un petit peu à travers le Québec, puis on n'a pas entendu parler par après. Et je te dirais que c'est super facile à régler, mais on dirait qu'il n'y a pas de volonté politique. Non, effectivement. Ça, c'est un gros loophole, là, que le MMA pro soit légal, mais pas le MMA amateur. Là. C'est particulier. Oh, puis pas juste ça, hein. Kickboxing, je le sais, j'étais en Europe avec le président de la ISKA. Il me jase, il dit, ils ne veulent pas m'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des low kicks. Kickboxing, les low kicks en Europe, ça marche. Ça fonctionne. Le gars veut venir au Québec, pas le droit. On n'accepte pas les low kicks dans le kickboxing. Regarde les MMA. Les MMA, en passant, les low kicks, c'est pas permis. C'est illégal. Il n'y a pas un arbitre qui renforce. Si on a le droit à un balayage avec le dessous du pied. Oui. Il y en a plein d'affaires. Ce serait pas pire, effectivement, qu'un arbitre à samouraï arrête un combat parce qu'il y a eu un low kick. Là. Je pense pas que ça ferait plaisir à bien du monde. Techniquement, il devrait appliquer la réglementation. Oui, c'est ça le pire. Je vais aller encore plus loin. On se prive, puis ces gars-là, pour avoir aussi des carrières internationales. Tu sais, forme-le comme du monde avec les Unified Rules. Puis une des recommandations qu'on a faites au comité, c'est que toutes les commissions athlétiques à travers le Canada se mettent ensemble, puis qu'on puisse rater nos arbitres en passant. Puis que si tu es raté A, ben, tu vas pouvoir aller faire un championnat, mettons, à Vancouver, dans une promotion. Puis commence à voyager, puis on s'échange des arbitres, puis des juges de même entre nous autres. On se remet avec la ABC aux États-Unis pour que nos arbitres aillent se faire voir aussi, puis peut-être se faire engager dans les promotions qui sont limitrophes pour commencer. Puis si on a qui sort du lot, ben crime, ils vont pouvoir avoir une carrière internationale comme moi j'ai pu avoir. Là. Tu sais, on se prive, je pense, de bien des affaires juste à pas légaliser. Notre modèle n'est pas bon. Un modèle qui fonctionne pour la commission athlétique existe ailleurs dans le monde. Il y en a à Vegas, il y en a au New Jersey. Tu as des modèles qui existent que tu pourrais prendre. Tu sais, sors ça de la régie des alcools, courses et des jeux. Arrange-toi pour avoir un département de sport de combat qui va inclure le Muay Thai, le kickboxing, bare knuckle boxing qui existent puis qui ont... Je ne veux pas embarquer là. Le MMA, puis il va y avoir d'autres sports émergents. Là. Tu sais, il va y en avoir d'autres qui vont arriver dans le futur. Est-ce qu'ils sont plus permissifs que les MMA? Je ne pense pas dans le cas du kickboxing. Pourquoi qu'on s'empêche d'avoir des événements internationaux de même, juste à cause de quelque chose qui est désuet? Puis si regarde tous les gars de la régie, là, c'est du monde qui ont ça à cœur. Vous regarderez ceux qui vont aller à l'UFC, ils appellent les petits bonhommes bleus, là, mais c'est du monde avec qui moi j'ai travaillé. Puis moi, je peux te le dire, pour avoir fait pas mal de tours, là, on est bon en sacrement au Québec. Les gars sont sur la coche, ils connaissent ça, ils ont le cœur à la bonne place, mais ils sont vieillissants.
Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on se grouille puis qu'on refasse notre réglementation, qu'on arrange pour justement éduquer et attirer de la relève pour qu'on puisse continuer à avoir d'autres sports de combat au Québec. Ouais, c'est très bien dit, Yves. Est-ce qu'il y a un moment que tu chéris de ta carrière, là, que tu vas chérir là, jusqu'à la fin? Là? C'est quoi c'est qu'Étienne un peu de te demander c'est quoi ton plus beau moment de ta carrière? Puis j'ai quasiment envie de te dire en tant que fan, parce que en tant qu'arbitre, c'est dur à dire, là, tu faisais ta job. Là. Mais y a-tu une fois, à un moment donné, tu étais dans l'aréna puis tu as vécu quelque chose de quoi là, que tu dis ça, c'est un esti de beau moment? Là. 2 fois. Je pense que c'est 2 fois. Parce qu'à la base, je suis pas un fan de fighter. Je suis un fan de combat. Sous toutes ses formes. Tu sais, là, moi, là, j'ai arbitré des combats fantastiques dans tes TKO, là. Des guerres, ça n'a pas de bon sens. Tu sors de là, tu as le frisson, tu te dis, je viens de vivre quelque chose. Comme j'ai vécu des moments super plates dans l'UFC. Tu sais, fait que moi, j'étais un fan de combat. UFC 58. Mon premier. Mon premier que j'ai pas sorti de l'argent pour aller arbitrer. Je le croyais pas. Tu sais, je me dis, j'ai fait juste un combat, là. Dans le temps, je ne faisais pas. Hey, non, c'est pas important l'argent. J'ai une photo que ma conjointe a prise, puis je regardais dans les airs, puis j'étais comme, oh, wow, OK, je suis rendu. Je voyais banderole de l'UFC, puis j'étais comme au Mandalay Bay, puis j'étais comme, fudge, hey, je vais pouvoir le voir si je fais partie de ce monde-là, ou si je ne fais pas partie, que c'est pas dans ma ligne. L'autre, c'était Toronto. Ouais, contre Shields? Oui, c'était GSP contre Shields. La finale, quand tu es dans un stadium aussi grand au Canada, tu avais 60 quelques mille personnes. Je pense 60 000. Montréal aussi, c'est à peu près le même feeling, je te dirais, quand on est arrivé à Montréal la première fois. C'est de dire, qu'on est arrivé. Puis c'est parce que faut se remettre aussi dans l'ancien temps. On allait chercher les fans un par un. Tu sais, moi, je disais au monde, là, ils ont fait un article dans la presse où j'ai dit ça, puis le gars, il l'a repris en fin de compte dans la presse. On disait, hey, t'es arbitre? Ben oui, je suis arbitre. De quoi? Non, merci au mix. Ah, dans la cage, puis tout. Ouais, mais là, le gars, il reculait d'un pas toutes les fois, il voulait se sauver. Fait qu'il fallait aller les chercher un par un, leur expliquer. Ben non, la cage, Colin, on n'est pas des animaux. Fait qu'il faut que c'est pour la sécurité des gars, parce qu'ils shootent. Hein, ils shootent. Pas shooter de même, il shoot des jambes, il l'amène au sol, mais pour pas qu'il traverse les câbles. Là, tranquillement, pas vite. Oui, il y a des règlements. Mais non, mais si tu fais, ben non, il n'y a pas de mort, il y en a bien moins qu'à la boxe. Ben oui. T'éduquais les gens un par un pour les amener. Puis quand tu arrives autant à Montréal que là-bas, puis tu te lèves, puis tu vois que c'est bien plein. Puis là, tu te dis, fudge, on est arrivé, là. On a réussi. Tu sais, tous les combattants qui ont pissé le sang à soir, qui ne se faisaient pas payer. Grâce à eux autres, on a monté un sport au Canada. Moi, j'ai eu une partie plus réglementaire, mais merci à tous ces combattants-là qui ont fait le sport qu'on connaît aujourd'hui. Oui, absolument. C'est bien dit, Yves. Puis écoute, c'était la première de peut-être plusieurs discussions avec toi. Là. C'était bien le fun, c'est passionnant. Puis je sens qu'on pourrait se jaser de ça pendant longtemps, mais écoute, ça fait un honneur de pouvoir te poser des questions puis te lancer la balle sur un sport aussi fascinant que les arts martiaux mixtes. Ça fait drôle parce que ça fait super longtemps que j'ai pas jasé, disons, soit TV, radio ou podcast. Et je leur ai dit non depuis plusieurs années. Fait que, en tout cas, on espérait que les gens s'endormiront pas dessus. Non, je suis convaincu que ça va avoir plu à plusieurs, que ce soit d'autres générations, la mienne ou les prochaines. Là, comme je l'ai dit, là, c'est toujours fascinant de voir un Québécois dans la cage arbitrer un combat parce qu'on a eu les Georges Saint-Pierre, évidemment, les Pat Côté, les Olivier Aubin, les David Loiseau, mais t'es le seul arbitre québécois qu'on a eu dans l'UFC, là, à moins que je me trompe. Là, fait que tu vas toujours avoir... Il y en a eu d'autres quand ils venaient à Montréal, mais il n'y en a aucun qui a eu une carrière internationale. Ouais. Je te dirais que c'est quand ils sont venus ici. J'aurais souhaité pouvoir. Tu sais, j'ai essayé quand on était en Ontario, mais bon. Ben, on en a des bons, hein. Moi, tu sais, je le vois, là, c'est Chaud de Samouraï, puis il y en a des bons, là. Je pense principalement à Éric Philippot, là, mais ça se peut-tu, mettons, que l'UFC vient ici là, dans 2 semaines, ça se peut-tu qu'il fasse appel à 1 ou 2 gars d'ici? Ça marche comment, sinon, vu qu'il n'y a pas de commission, c'est eux qui amènent leurs propres gars? Ça prend un commissaire qui va mettre ses culottes et qui va tenir son bout, OK?
Ça va prendre un commissaire. Ce qu'on essayait de faire, OK, puis là, je vais te dire comment que ça fonctionne. L'UFC dit avec qui il aime travailler. Moi, je suis sur la liste des 5 arbitres dans le temps. Fait que c'est pour ça que je me suis promené partout. Ils me choisissaient, puis j'étais Canadien. Fait que Colin, j'étais le Canadien de service pour tout ce que j'allais. Ouais. Ça faisait changement des Américains. Ouais. Maintenant, oui, il pourrait. Il pourrait donner ce qu'on faisait ailleurs, c'est que souvent les arbitres, au début, nous, c'était des shadows. Ils nous suivaient partout comme des chiens de poche. On leur montrait leur métier. Puis quand on retournait par la suite, on leur donnait peut-être un combat en sous-carte. Puis là, on les regardait faire. Après ça, on les coachait pour qu'ils prennent de l'assurance. Ici, oui, effectivement, il pourrait, si le commissaire décide de dire « Excuse-moi, là, je place 2 de mes gars en sous-carte, minimum. Ils ont l'expérience, ils sont capables, j'ai confiance en eux autres. » C'est ça, je dis de mettre ses culottes en bout de ligne, c'est qu'il faut que le commissaire ait tellement confiance en ses gars qu'il exige, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est lui qui mène comme ça. Ouais. C'est lui qui va décider. Fait qu'en bout de ligne, c'est la commission athlétique qui a le dernier mot sur les juges et les arbitres. On a des juges, en passant, exceptionnels au Québec. Ouais. Moi, je les ai vus travailler ailleurs. C'est des gars qui ont le sport à cœur, sont bons. Moi, j'ai essayé de les faire sortir le plus que je pouvais au Canada quand je pouvais. Ouais. Ils mériteraient d'avoir une carrière internationale. On a des bons arbitres, des bons juges, on a des bons inspecteurs. Puis je te dirais que, Caroline, qu'il faudrait juste qu'on se mette à jour pour qu'ils puissent eux autres aussi profiter d'une carrière internationale. Absolument. Yves Lavigne, une légende des arts martiaux mixtes au Québec. Un gros merci. Puis vraiment, là, au plaisir de pouvoir te rejaser dans le futur. Tantôt quand tu veux. Yes, all right. Ben, un gros merci, Yves. Puis bonne continuation. Puis si tu viens voir un show de samouraï à un moment donné, tu me le diras. Là, on ira checker 2-3 fights ensemble. Super. Merci. All right. Ciao.